I see the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through to make those rainbows in my mind. When I think of you sometime, and I want to spend some time with you, just the two of us. We can make it if we try, just the two of us. Salutations, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo point lecture. Donc cette vidéo est la suite, ou en tout cas la seconde partie de la dernière vidéo que vous avez vue sur la chaîne qui était la vidéo point lecture spéciale roman, puisque dans celle-ci je vais vous présenter mes dernières lectures de l'été, mais mes dernières lectures en termes de non-fiction, d'essais. J'en ai quand même quelques-uns à vous présenter, donc on va commencer tout de suite comme d'habitude. Donc le premier essai dont j'ai à vous parler, pour le coup il est un petit peu entre deux, j'aurais pu aussi bien le mettre dans l'autre vidéo, mais comme il y avait déjà pas mal de trucs, je l'ai mis dans celle-ci. C'est La Cité des Dames de Christine de Pisan. Donc dans La Cité des Dames, on va suivre Christine elle-même, ou en tout cas son alter ego littéraire, qui vient de faire la lecture d'un Xème texte misogyne, comme il y en avait pléthore à cette époque-là, et qui, à la suite de ça, commence un petit peu à s'interroger sur sa propre personne, hein, puisque à force de lire que toutes les femmes sont vraiment la lie de l'humanité, ce que l'on peut trouver de pire sur cette planète, elle commence un petit peu à se poser des questions, va recevoir la visite de trois déesses, on pourrait les appeler comme ça, enfin je sais pas si c'est tout à fait le terme adapté, mais vous avez compris l'idée. Il y a donc droiture, raison et justice. Ces trois déesses viennent donc voir notre pauvre Christine, qui est à la fois un peu triste, déboussolée et aussi un petit peu énervée, et vont déjà lui dire qu'elle n'a pas trop à s'en faire sur sa propre personne et que ces hommes-là disent n'importe quoi, et aussi que il est temps de réagir, et donc que pour mettre fin à ça une fois pour toutes, elles vont toutes les quatre construire une cité imprenable, une cité des dames dans laquelle les femmes d'hier, d'aujourd'hui et de demain pourront enfin vivre paisiblement, s'épanouir et s'accomplir tranquillement sans être constamment emmerdées par ce sexisme et par cette misogynie. Donc ça c'est un petit peu, si vous voulez, le point de départ de la Cité des Dames. Et ensuite, pour construire cette cité, les déesses, je sais toujours pas comment les appeler, hein, donc on va les appeler les déesses une bonne fois pour toutes, même si je ne pense pas que ce soit leur nom, vont lui parler de femmes mémorables dans tout un tas de domaines, dans tout un tas de disciplines. C'est la vie de ces femmes qui va servir de matière première à la construction de la Cité des Dames. Donc La Cité des Dames, c'était un texte qui m'intriguait beaucoup depuis longtemps. J'avais, comme beaucoup de gens, je pense, entendu de temps en temps parler de Christine de Pisan au détour d'une conversation, au détour d'un documentaire. Donc c'est vrai que j'étais intriguée, j'avais envie d'en apprendre plus, et puis La Cité des Dames est souvent présentée comme étant un de ses ouvrages les plus politiques, les plus engagés sur la question des inégalités et sur la question du sexisme. Et c'est vrai que ça a été une lecture très particulière parce que je pense que forcément quand on lit le texte, on garde en tête pendant toute sa lecture l'année d'écriture, l'année de publication, et donc on a conscience des quasiment 6 siècles qui nous séparent de Christine de Pisan. Et c'est assez fou de voir dans les écrits d'une femme qui a vécu il y a tant d'années une telle conscience en fait des inégalités. Ça a même un côté rassurant de se rendre compte que non, on n'a pas attendu le 19e, le 20e siècle pour se poser des questions. Et c'est vrai que rien que pour ça, c'est un texte qui selon moi mérite le détour, mérite la lecture, parce que on vit à la lecture de La Cité des Dames une sorte de rencontre avec cette femme qui a vécu il y a si longtemps et qui en même temps a des idées qui nous semblent tellement actuelles et raisonner même parfois avec notre propre situation, notre propre vécu et le monde d'aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a des thèmes sur lesquels le texte a vieilli, sur lesquels on a évolué. Pour n'en citer qu'un, la question du mariage, hein, c'est sûr que il y a 600 ans, le mariage n'était pas conçu pareil qu'aujourd'hui, mais il y a tellement de sujets sur lesquels on sent une colère, on sent une indignation que l'on ressent encore aujourd'hui. Maintenant, malgré cette expérience de lecture singulière qui fait que c'est un livre qu'encore une fois je recommande, c'est vrai que pour ma part, la lecture de La Cité des Dames a été un petit peu laborieuse, déjà parce que, comme je l'ai dit un peu plus tôt, le livre est composé pour grande partie même, de biographies. J'ai eu un peu de mal avec ça, ça a, je pense, beaucoup freiné
mon implication dans la lecture et mon entrée en la matière. De manière globale, j'ai toujours un petit peu de mal avec les textes dans lesquels il n'y a pas vraiment de trame principale, mais plutôt une succession d'éléments relativement indépendants les uns des autres. Moi, j'ai vraiment besoin d'un fil conducteur, sinon j'ai un peu l'impression de lire 3 textes en un, 5 textes en un, 10 textes en un, ce qui fait que l'expérience de lecture est pas terrible, n'est-ce pas? Et là, malheureusement, j'ai eu un petit peu cette impression. Alors, c'est vraiment juste une impression parce que concrètement, oui, c'est des biographies qui se suivent, mais elles sont liées les unes des autres. Hein. Ce serait vraiment un procès pas du tout fondé que de dire qu'elles se contentent de mettre des biographies accolées les unes aux autres parce qu'il y a une trame, ça se suit, mais mon impression de lecture, ça a été celle-là. J'ai vraiment eu l'impression de lire une succession de biographies et donc une succession de textes. Voilà, tout ça pour dire que ma lecture a malheureusement été un petit peu difficile, même si encore une fois, je vous recommande vraiment la lecture de La Cité des Dames, surtout si vous n'avez pas de problème avec ces structures un peu plus décousues. Moi, c'est vrai que c'est un truc qui souvent me bloque, donc ça a été compliqué, mais si ça vous pose pas de problème, allez-y, et de manière générale, ça vaut quand même le détour, et en tout cas, ça mérite qu'on essaye au moins une fois de le lire. Donc ensuite, cet été, j'ai également lu cet essai qui est Le mythe de l'État de Ernst Cassirer. C'est un essai qui est paru en 1945 et qui se propose de donner une explication, en tout cas de mettre en lumière les causes et les origines de l'avènement du nazisme en Allemagne. Donc ça fait partie de ces livres qui, ce qui était assez fréquent à cette période et puis dans les décennies qui ont suivi, s'interrogent sur la question du totalitarisme et la question de l'avènement du totalitarisme dans l'entre-deux-guerres. Et la réponse que donne Ernst Cassirer, c'est une réponse qui est liée au mythe et à l'instrumentalisation du mythe à partir de la fin de la Première Guerre mondiale à des fins politiques. Et en fait, à partir de ce thème principal, donc de la relation entre mythe et État et de l'instrumentalisation du mythe par les États totalitaires, Ernst Cassirer va vraiment revenir plus globalement sur la question du mythe et la question de l'État. Ce qui fait que c'est un livre qui est beaucoup plus général qu'il n'y paraît, beaucoup plus général que ce qu'on peut croire quand juste on lit la 4e de couverture, parce qu'il va au-delà de la question du nazisme, mais il s'attaque vraiment à, encore une fois, la question du mythe et la question de l'État. C'est-à-dire que dans ce livre, on va revenir tour à tour sur les théories de l'État de Hegel, sur les théories de Kant, sur la vision que Platon avait du mythe et aussi la vision que Platon avait de l'État, sur un petit peu de Rousseau, enfin tout un tas de philosophes dont on entend très très souvent parler, qui peuvent paraître très hermétiques et qui là paraissent très accessibles, déjà parce que la plume de Ernst Cassirer est très accessible, très pédagogique, et aussi parce que il les utilise dans un but précis. En fait, ça cesse d'être des doctrines de philosophie politique abstraites pour devenir des armes, des instruments de réflexion qu'il va mobiliser pour encore une fois étayer sa thèse, pour développer son propos. Et c'est ce qui fait que c'est un essai qui déjà est totalement fascinant et passionnant à lire, et aussi pour moi un vrai texte d'introduction à la philosophie politique, parce que au-delà, ou plutôt à travers un thème très précis, on va encore une fois aborder plein de doctrines de philosophie politique, et on va avoir une porte d'entrée dans toutes ces doctrines, et ça c'était vraiment génial à lire. Et puis aussi ce qui fait que c'est passionnant, c'est que il a vraiment une plume qui est un mélange d'accessibilité et de rigueur. On sent vraiment tout le texte, un vrai souci d'être rigoureux, d'aller au fond des choses, et de l'autre côté, quelque chose qui est facile à lire. Et c'est rare de trouver ça dans les essais en général et dans les essais de philo en particulier, parce que souvent on a soit quelque chose de très hermétique où la lecture d'un paragraphe est vraiment un obstacle intellectuel en tant que tel, soit quelque chose de super bateau, de super simple, où en gros tu n'apprends rien. Et là c'est génial d'avoir les deux aspects réunis, d'avoir de l'accessibilité, d'avoir quelque chose qui soit pédagogique, qui soit accessible, encore une fois, et de l'autre côté quelque chose qui soit rigoureux, dans lequel on ne se contente pas de banalité et de survoler les sujets. Donc voilà, c'est vraiment une lecture qui m'a surprise, parce que je ne m'attendais pas à ce que ça brasse aussi large et à ce que ça m'apporte autant aussi, et je vous le conseille vraiment, si la question du nazisme vous intéresse forcément, mais si la question aussi du mythe de l'État vous intéresse, et puis plus généralement, si vous avez envie de vous initier un peu à la philosophie politique, de revoir des bases
en philosophie politique, je pense que ça peut être un très très bon livre pour ça. En tout cas, selon moi, il assure très bien cette fonction et c'est pour ça qu'il vaut vraiment le détour. Ensuite, j'ai 4 essais à vous présenter qui sont pas mal liés à des questions juridiques. Donc j'ai 2 textes de justice restaurative et j'ai aussi des choses un peu plus diversifiées. Je pense que je vais commencer par là d'ailleurs. Donc en juillet, j'ai lu ce très court essai qui s'appelle La Palabre, une juridiction de la parole et qui a été écrit par Jean-Godefroy Bidima. Un petit peu comme Le mythe et l'état de Ernst Cassirer, c'est un livre vis-à-vis duquel j'ai été très agréablement surprise parce que je ne m'attendais pas à ce que ça brasse aussi large. En fait, le point de départ de La Palabre, c'est, comme son titre l'indique, une réflexion sur le mécanisme de la palabre, qui est une forme de règlement des conflits. Alors des conflits criminels, mais aussi des conflits familiaux, civils, qui existent sur une bonne partie du continent africain et qui a été très fragilisé, voire qui a totalement disparu du fait de la colonisation. Et donc la première partie de l'essai est dédiée à la description de ce mécanisme qui est, pour le dire très simplement et en simplifiant à mort, une sorte de conversation ritualisée, c'est-à-dire que les protagonistes du conflit et les acteurs-actrices de la communauté vont se réunir, sachant que c'est une réunion qui, rien que sur le plan spatial, est très réglée, donc chacun a sa place, il y a une hiérarchie au niveau des places et tout ça, et la conversation ensuite en elle-même est également très normée, on ne parle pas quand on veut, on ne parle pas comme on veut, enfin voilà, vous avez un peu compris le truc. Ce qui est intéressant dans la palabre, c'est que c'est une façon alternative de mettre en œuvre la justice, que c'est une façon très différente de ce qu'on fait en Occident, et donc ça permet déjà de connaître d'autres façons de faire et puis d'avoir un regard critique sur ce qu'on fait nous, puisque si des gens ont fait différemment, que ça peut fonctionner en faisant différemment, ça pousse forcément à interroger nos propres mécanismes, nos propres systèmes. Et donc moi c'était pour ça que j'avais à l'origine acheté ce livre et que j'ai lu ce livre, mais ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que ensuite, à partir de ce mécanisme initial, qui est le sujet du livre, Jean-Godefroy Bidima va tirer tout un tas de fils qui interrogent l'Afrique contemporaine, l'Afrique post-coloniale, et il va se poser des questions sur comment on pense la justice aujourd'hui en Afrique, comment font les pays africains pour penser leur justice, et comment ils pensent leur rapport aussi à la criminalité et à tout ça. Tout ça, ça pose finalement des questions qui sont pas seulement des questions juridiques, qui se limitent pas à des questions de droit, puisqu'on va aborder quelque chose qui relève de la géopolitique, qui relève de l'économie, qui relève de la religion, qui relève aussi de la littérature. Il y a notamment toute une réflexion dans ce livre sur le mouvement de la négritude qui est très intéressante, puisque l'auteur porte vraiment un regard très critique vis-à-vis de la négritude, et ça vaut le coup d'être lu, je pense, parce que ça pousse à s'interroger par rapport à ça. C'est vraiment un texte qui en très très peu de pages, parce qu'il est vraiment très très court, aborde plein de questions, donne plein de pistes d'analyse, plein de chemins à explorer, et je trouve ça vraiment super qu'à partir d'un mécanisme principal qui est celui de la palabre, Jean-Godefroy Bidima arrive comme ça à déployer tout ce spectre d'interrogation, de questionnement, qui fait que on ressort de ce livre avec un nouveau regard sur tout un tas de questions, et personnellement voilà, j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça très très intéressant. Ensuite j'ai lu cet essai-ci, donc qui s'appelle Vengeance, le face-à-face victime-agresseur, qui a été écrit, enfin plutôt supervisé par Raymond Verdier. Donc ça c'est un ensemble de textes qui ont été faits par des chercheurs et des chercheuses sur le thème de la vengeance. Donc ce qui est vraiment génial, c'est que c'est très pluriel, il y a vraiment plein d'approches qui sont abordées, là encore autour d'un thème principal qui est celui de la vengeance, mais on a des articles qui sont très juridiques, on a des articles qui sont sociologiques, on a des articles qui sont psychologiques, on a aussi des articles musicaux, il y a notamment tout un article sur la vengeance dans l'œuvre de Mozart. Je ne m'attendais pas à trouver ça dans ce texte, mais j'ai trouvé ça super. On a aussi des choses plus littéraires, mythologiques, enfin vraiment, on aborde tout un tas de facettes, tout un tas d'aspects, et donc derrière tous ces aspects-là, l'idée c'est de s'interroger sur deux choses. La première chose, c'est sur ce qu'est véritablement la vengeance, parce que finalement c'est un mécanisme dont on parle beaucoup, mais dont on parle souvent pas très bien, en tout cas
sans beaucoup de rigueur et sans aller chercher très très loin. Et puis ce livre s'interroge aussi sur la place de l'État dans le règlement des conflits et l'existence de la victime dans des sociétés dans lesquelles le droit pénal a été étatisé. C'est-à-dire que il y a un peu une... Bon, je vais le dire très simplement en fait, hein, c'est un peu plus compliqué, mais il y a une forme d'opposition entre d'un côté des sociétés dans lesquelles la vengeance est ou a été pratiquée, et donc dans lesquelles la justice est une histoire de clan, de famille, et donc la victime a un rôle à y jouer. Et de l'autre côté, nos sociétés à nous, qui sont des sociétés dans lesquelles la justice est exercée par un pouvoir central fort, et donc dans lesquelles la vengeance n'a pas lieu d'être, mais qui du coup pose la question de la place de la victime, puisque là où la victime avait un rôle à jouer dans des sociétés qui reconnaissaient la vengeance, elle n'en a plus vraiment dans des sociétés qui ne la reconnaissent pas, qui l'interdisent. Voilà, c'est un peu l'idée générale qui irrigue tout l'essai. Du coup, c'est vrai que c'est peut-être pas un essai que je recommanderais à tout le monde si c'est des thèmes qui vraiment ne vous intéressent absolument pas, je sais pas si ça vaut le coup, mais ça peut être intéressant, ne serait-ce que parce que c'est très diversifié, donc un peu comme dans celui-ci, en fait on n'est pas que dans des questions juridiques. Voilà, allez-y, disons que si ça vous inspire, allez-y. Si comme moi, c'est des questions qui vous intéressent, allez-y aussi parce qu'il est très bien fait. Il est aussi très accessible. Moi, j'ai pas eu de problème vraiment au niveau du style. J'ai trouvé vraiment que ça faisait bien son boulot. Voilà. C'était efficace, c'était rigoureux, enfin, c'était ce que moi j'attendais. Je n'ai pas eu à me prendre la tête sur chaque mot, donc j'étais contente. Et voilà. Et nous arrivons donc aux deux derniers essais de cette vidéo, donc je vais vous les présenter ensemble parce qu'en fait ils sont dans la même veine, dans la même idée. C'est deux livres d'introduction à la justice restaurative. Donc il y a celui-ci qui est Justice restaurative pour sortir des impasses de la logique punitive, qui a été écrit par Howard Zehr. Et j'ai celui-ci qui est Justice restaurative, principes et promesses, qui a été écrit par Robert Cariou. Donc le premier que j'ai lu c'était celui-ci, et c'est celui que je conseille pour quiconque veut s'initier à la justice restaurative, parce que pour moi c'est le plus efficace. C'est-à-dire qu'il est court, il y a des schémas, l'auteur prend soin de se répéter pour marteler le message et pour qu'à la fin on en ait retiré ce qu'on doit en retirer, donc l'essentiel. Le style est accessible et on va droit au but. Donc si ce que l'on veut c'est découvrir la justice restaurative, c'est celui-là qu'il faut. Ensuite, pour approfondir, celui de Robert Cariou peut être intéressant. Celui-ci, il est plus long, il va plus dans les détails, il aborde plus de choses qui tournent autour de la justice restaurative. La spécificité de celui-ci, c'est aussi que Robert Cariou est français, ce qui n'est pas le cas de Howard Zehr, donc il est adapté aussi à notre système juridique français. Donc ça peut être intéressant. Donc pour le dire en deux mots, parce que je pense que ça peut être intéressant par rapport à ces livres-là, la justice restaurative c'est quoi? C'est une justice alternative par rapport à notre justice à nous. Donc nous on a une justice qu'on pourrait qualifier de punitive, c'est-à-dire que notre système juridique, enfin notre système pénal, puisque c'est pas tout notre système juridique, repose sur une place importante qui est accordée à l'État, l'idée qu'on mérite une punition, une opposition, on a vraiment des positions campées, on s'oppose, on n'est pas du tout dans une dynamique de négociation, une place très importante qui est donnée à la loi, et une tension à nier les relations interpersonnelles qui peuvent exister entre la victime et son agresseur, et également les relations interpersonnelles qui peuvent exister entre la victime et la communauté, l'agresseur et la communauté. Donc ça c'est pour très rapidement caractériser notre justice à nous. De l'autre côté, la justice restaurative, c'est une justice dans laquelle on va avant tout concevoir l'acte criminel comme étant quelque chose qui va générer des torts, des dommages. Des torts et des dommages qui peuvent être subis par la victime, forcément en premier chef, mais aussi par la communauté, et puis des torts que peut avoir subi aussi l'agresseur. C'est aussi une justice qui va être dite négociée, donc dans laquelle on va pas tant être dans une opposition frontale entre deux personnes que dans une discussion. C'est une justice qui est également tournée vers la préservation du lien social, donc je vous ai dit tout à l'heure que la criminalité dans un cadre restauratif plutôt, va être conçu comme ce qui génère des torts et des dommages, mais c'est aussi conçu comme quelque chose qui va fragiliser un lien, qui va briser un équilibre préalable. C'est également une justice qui va prendre en compte les relations interpersonnelles qui peuvent exister. Et enfin, c'est une justice qui
est mise en œuvre dans un cadre plus global que la justice punitive, donc dans laquelle on va prendre en compte tout un tas de facteurs sociaux, culturels, etc. Donc ça c'est pour résumer assez brièvement ce qu'est la justice restaurative. Personnellement ça fait quelques mois maintenant que je m'intéresse à la justice restaurative, donc je lis des essais, des articles de justice restaurative pour plusieurs raisons. La première étant avoir un regard critique sur notre propre système. C'est-à-dire que l'avantage de la justice restaurative c'est qu'elle pousse forcément à s'interroger sur notre justice à nous. Elle va mettre des mots, elle va décortiquer les mécanismes qui sont à l'œuvre et donc on cesse d'avoir l'impression que notre justice pénale est une sorte de don des dieux. Et la justice restaurative c'est aussi, comme je l'ai dit dès le début, une alternative, c'est-à-dire que c'est une autre manière de faire les choses qui, sans devoir forcément remplacer totalement notre justice à nous, parce que ça n'aurait pas trop de sens de prendre quelque chose et de le plaquer comme ça, sachant que notre justice à nous, elle a une histoire, elle a des fondements très profonds, donc ce serait probablement voué à l'échec de vouloir remplacer comme ça. Ça peut être des mécanismes nouveaux qu'on peut utiliser, qu'on peut adapter à notre système et qui peuvent peut-être aider. Et donc c'est dans cette optique que cet été j'ai lu ces deux ouvrages-là. C'est vrai que, un peu comme le texte que je vous ai montré juste avant, c'est des essais très spécifiques, un peu tête d'épingle. Je peux comprendre que ça n'intéresse pas tout le monde. Mais comme c'est un sujet qui, moi, m'intéresse beaucoup en ce moment, je me suis dit que c'était quand même intéressant de vous en parler. Parce que si moi ça m'intéresse, je me dis que ça peut quand même peut-être intéresser une ou deux personnes, qui sait. Et c'est pour ça que je vous ai aussi présenté ces ouvrages-là. Et donc c'est là-dessus que va s'achever cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura fait découvrir des titres. N'hésitez pas à me dire quels sont vos livres de l'été, qu'est-ce que vous avez découvert cet été, que ce soit au niveau essai ou roman, ou, enfin tout ce que vous avez lu m'intéresse en gros. J'espère vous retrouver très très vite pour une prochaine vidéo et d'ici là tout le mal que je vous souhaite c'est de faire de très très bonnes lectures. Salut!